Bonjour, mon nom est Ursule Boyer-Vimert, chef d'équipe en analyse socio-économique chez Ouranos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Analyse coût-avantage de l'adaptation aux inondations et aux risques fluviaux en contexte de changement climatique. Le projet, de son petit nom ACA Inondation, visait d'abord et avant tout à répondre aux besoins issus des risques d'inondation. On a vu là, depuis 2019 que les risques d'inondation, notamment engendre des dommages vraiment conséquents sur le budget du Québec. On parle d'un accroissement là, de 360 millions de dollars par année assumé par le gouvernement du Québec, mais également une portion assumée par les assureurs au privé de plus de 186 millions annuellement. Plusieurs épisodes se manifestent à travers tout le territoire, de la Beauce en Gaspésie jusque dans l'ouest du Québec. Et la question à laquelle on fait face, c'est quelles sont les solutions, comment choisir ces solutions. Donc, on a, fort d'une expérience, par des analyses coûts-avantages en zone côtière, ici chez Ouranos, nous avons transféré cette méthodologie-là à la dynamique fluviale, au contexte des bassins versants, où on retrouve à la fois des risques d'inondation, mais également des aléas d'embâcles de glace qui vont engendrer des débordements, et également d'autres aléas liés à la géomorphologie dynamique des rivières, comme l'érosion des berges, mais aussi les comptes alluviaux. Donc, le besoin dans l'ensemble, c'était d'outiller les communautés pour faire face à ces risques d'inondation-là, pour réduire les risques, réduire les conséquences, trouver une méthodologie qui pouvait s'appliquer dans plusieurs territoires à l'échelle du Québec. L'approche que nous avons adoptée est une approche intégrée qui fait donc converger la gestion multirisque avec changement climatique, basée notamment sur la norme ISO 31000, mais également avec une approche participative. C'est une des caractéristiques qui permet de mobiliser les parties prenantes dès le début de la démarche afin d'assurer une certaine adhésion aux solutions, une co-construction des savoirs liés aux préoccupations, aux enjeux locaux, mais également de mettre au service les connaissances des experts au sein de la démarche tout au long. Et également des outils d'aide à la décision, notamment des outils économiques comme l'analyse coût-avantage. Donc, c'est cette triple approche qu'on dit l'approche intégrée qui a permis là, de vraiment maximiser là, les avantages de cette démarche d'analyse coût-avantage des options d'adaptation face aux inondations et aux autres risques fluviaux en contexte de changement climatique. Le contexte de cette étude, d'abord, pour qui a été réalisée cette étude? Les études coût-avantage adoptent un point de vue qui est collectif. Donc, quelles sont les options qui sont avantageuses du point de vue de la collectivité québécoise? Pour qui sont ces avantages? Pour qui sont ces coûts? En ce qui concerne le quand, la période de temps à étudier, c'est une prise de décision qu'on veut sur le long terme là, pour s'aligner avec les changements à travers les décennies, tant du point de vue du climat, mais également du point de vue de la société, pour s'inscrire dans une démarche de développement durable, donc une prise de décision sur 50 ans. Et à la question où, ben, nous avons étudié deux études de cas très différentes. Une première située en Estrie, dans la rivière, aux abords de la rivière Quaticook, dans la municipalité de Compton. Il s'agissait donc d'un tronçon municipal où il y a des inondations assez fréquentes sur un tronçon d'une vingtaine de kilomètres, dans un milieu qui est particulièrement agricole et où les dommages sont de notoriété quand même publique et exercent une pression sur la catégorie spécifique là, des agriculteurs. Et une autre étude de cas, cette fois-ci à l'échelle du bassin versant au complet de la rivière Chaudière, qui est située donc en Chaudière-Appalaches, mais qui chevauche également une partie de l'Estrie. Et il s'agissait dans l'ensemble d'un bassin versant dont le linéaire du cours d'eau principal s'étend sur 185 kilomètres. Donc, nous avons développé une méthodologie qui est transférable, peu importe là, la zone d'étude, que ce soit un tronçon municipal ou l'ensemble d'un bassin versant. La méthodologie est transférable et applicable. Une des premières étapes dans la démarche, c'est au niveau de la mobilisation des parties prenantes. Alors, nous avons utilisé deux instances de participation pour s'assurer là, d'avoir et d'offrir des solutions qui tiennent compte des préoccupations, des enjeux locaux, mais également euh, la possibilité là, pour les personnes situées dans le bassin versant ou dans le tronçon municipal là, d'échanger avec les experts. Alors, en boucle, si on commence en haut à gauche, il y avait le CT, le comité technique, qui permettait vraiment la coordination du projet et son design, dans lesquels participaient principalement Ouranos, des experts, des bailleurs de fonds.
Les experts qui ont contribué à ce projet sont issus là, du ROBVQ, le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, de l'Université Laval et principalement de l'Université de Sherbrooke et également de chez Ouranos. Ensuite, on avait une instance participative qu'on appelait le CLS, le Comité local de suivi, qui servait finalement à valider la démarche et s'assurer là, que les options, les préoccupations à l'échelle locale étaient bien intégrées dans la démarche. Donc, nous avons effectué 5 rencontres avec des professionnels locaux. Du côté de l'Estrie, c'était en collaboration étroite avec le COGESAF, c'est le Comité de bassin versant de la rivière Saint-François, mais également avec la MRC de Quaticook, la municipalité de Compton et plusieurs intervenants issus du milieu agricole dans ce secteur. Du côté de la Chaudière, il s'agissait d'un partenariat principalement avec le COBARIC, qui est l'organisme de bassin versant de la rivière Chaudière, mais également toutes les municipalités touchant le bassin versant de la rivière Cobaric ont participé sous la forme de participation avec les aménagistes principalement. Et il y avait certains élus aussi là, qui faisaient partie de notre comité local de suivi. Ensuite, on repartait donc, une fois les choix stratégiques là, validés dans chacune des études de cas, on repartait du côté du comité technique en production des données. Finalement, la deuxième instance participative était celle qu'on appelait de l'Assemblée consultative de priorisation ou l'ACP, où il s'agissait vraiment de susciter des échanges, des délibérations, où on a réalisé 2 ateliers participatifs avec une audience un peu plus élargie. Du côté de l'Estrie, il s'agissait là, de producteurs agricoles qui ont participé d'abord et avant tout à bien cerner les impacts sur le territoire, à nous donner des pistes là, sur les solutions qu'eux trouvaient acceptables, intéressantes pour leur milieu. Et même chose du côté du Cobaric, une session là, de formation sur les aléas, les impacts, notamment la notion de milieu humide et hydrique. Et un deuxième atelier participatif où on est présenté les résultats, susciter les enjeux sur les risques résiduels, les enjeux résiduels qui n'avaient pas pu être adressés et finalement procéder à une priorisation des solutions en fonction de ce que les représentants locaux là, pensaient finalement. Donc, il s'agissait donc de cette démarche de mobilisation des parties prenantes qui a démarré au début du projet et s'est poursuivie jusqu'à la présentation des résultats finaux. Maintenant, quelle était-elle cette démarche d'analyse coût-avantage? Ben, il s'agit d'une chaîne de modélisation qui est assez complexe, que j'essaie ici de vous résumer en une diapositive pour aboutir finalement à cette décision d'adaptation. Donc, au départ, il y avait les scénarios climatiques là, issus de notre équipe chez Ouranos, où on a fourni des variations de précipitations, de température probables dans le futur pour les 2 territoires à l'étude, à divers points là, sur le territoire quand il s'agit du bassin versant, où on a utilisé les scénarios RCP 4.5 et 8.5, de même que la distribution de ces scénarios-là entre la probabilité D10 et D90. Donc, cet intrant constituait une base de données précieuse pour les experts qui modélisaient les inondations dans le domaine probabiliste. Donc, on arrive avec des probabilités d'étendue, de profondeur issues là, des rapports de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'une collaboration avec le ROBVQ. Je vous invite à consulter les rapports intermédiaires là, de Trudel et Gobji pour ce qui est de l'étude de cas en Estrie de Compton sur la rivière Quaticook, mais également le rapport de Lecomte et Bizani-Manzar de l'Université de Sherbrooke également, et le chapitre écrit par Jérémy Roch dans le guide méthodologique du ROBVQ concernant toute la chaîne de modélisation pour le bassin versant au complet de la Chaudière. Donc, à partir de ces variables de probabilité d'étendue, de profondeur, on peut procéder finalement à un dénombrement des actifs, des activités qui sont à risque, et on vient placer ces dénombrements-là dans une matrice qu'on dit multirisque. Donc, ça nous permet ensuite de transformer les éléments, les personnes, les actifs qui sont exposés, les activités, en une valeur pour ce qui est des bâtiments notamment et des superficies de terrain qui sont exposés selon leur affectation, mais également selon leur probabilité. Donc, cette matrice multirisque permet d'exprimer finalement le degré de sévérité dans l'axe vertical, de faible à modéré à élevé ou des conséquences majeures, en fonction de divers degrés de probabilité établis sur 50 ans, en 3 catégories, donc faible, modéré et élevé.
Et donc, à partir d'ici, on rentre là, à nouveau dans la chaîne de modélisation réalisée dans notre équipe chez Ouranos. Ensuite, on procède à le traitement des risques à partir d'une base de référence qu'on appelle le statu quo. On définit pour chacun des deux sites d'études quelles sont les pratiques actuelles, comment ça va se poursuivre dans le futur si on ne change aucun paramètre là, dans la décision. Il pourrait s'agir également là, du scénario de l'inaction pour bien capter le coût des changements climatiques en l'absence d'adaptation. On compare ce statu quo avec des scénarios d'adaptation qu'on élabore avec les partenaires, mais également avec le comité technique. Donc, d'où l'intervention du COGESAF, des partenaires locaux, la MRC de Quatico, Cobaric, la MRC, toutes les MRC là, de la Chaudière. Et avec ces personnes, donc, on élabore une série de scénarios qui vont du plus rigide, infrastructure grise, au plus naturel, mais également des scénarios qui permettent de retirer certains actifs pour essayer de cibler qu'est-ce qui va nous permettre d'éviter les coûts associés au statu quo auxquels s'ajoutent les changements climatiques dans le futur. Ensuite, on procède à l'évaluation d'impact ainsi qu'à l'évaluation économique des flux monétaires sur 50 ans. Donc, grosso modo, on établit pour le statu quo et en parallèle pour les scénarios d'adaptation quels sont les dommages associés au statu quo, les coûts liés aux aléas, dans un sens assez large, dans le sens où ces coûts-là peuvent être des dommages directs, mais également des dommages indirects sur des revenus, des dommages indirects au niveau psychosocial, des dommages indirects au niveau, euh, euh, je dis social, environnemental également. Donc, on transforme ces impacts-là, qui sont des quantités biophysiques ou des longueurs de route ou des nombres de bâtiments ou des probabilités de dommages selon le niveau de base du bâtiment. On transforme ensuite ça en coûts et en flux monétaires sur 50 ans et on compare au niveau de l'environnement avec un état de référence de l'environnement. Et on considère également le coût de chacun de ces scénarios d'adaptation. Dans ces scénarios-là, parfois, on amalgamait différentes mesures, par exemple des mesures de corridors d'espace de liberté combinées avec des endroits où stratégiquement il pouvait y avoir des relocalisations ou l'installation de bassins de drainage, par exemple. Donc, un scénario était constitué de plusieurs mesures et on a chiffré le coût de chacune de ces mesures-là pour le comparer dans une optique là, de 50 ans, à la fois les coûts de conception, réalisation, implantation et entretien, démantèlement, s'il y a lieu. Donc, pour les paramètres économiques d'ensemble de l'étude, on a travaillé en dollars constants de 2019. Pour ce qui est des taux d'actualisation dégressifs, on s'est appuyé sur la littérature là, du Cyrano, du RFF et de Gaulier, Arrow et compagnie pour choisir ce taux d'actualisation dégressif. Ce sont les meilleures pratiques actuelles, donc de 4 pour les 30 premières années, suivi d'un 2 pour les 20 dernières années. Et finalement, ça nous permet d'agréger les flux monétaires sur 50 ans. En indicateur économique, on en a utilisé 3. Il y a celui de l'efficacité économique. On vient chiffrer le pourcentage de coût du statu quo qu'on vient éviter grâce au scénario d'adaptation. Il y a la valeur actuelle nette qui est finalement la somme des coûts et des avantages. Et c'est le bilan entre les deux comparativement au statu quo. Et finalement, le ratio coût-avantage qui permet d'apprécier la rentabilité. C'est un peu une indication là, de la rentabilité du scénario sur 50 ans. Un dernier module de calcul a été celui des analyses complémentaires. Il y en a une partie qui est quantitative, donc avec des analyses de sensibilité, notamment sur, bien sûr, le taux d'actualisation, mais aussi le coût de valeur des terrains. Donc, certaines grandes hypothèses, également les scénarios de changement climatique pour voir si ça vient changer l'avantage net, la décision ou pas. On a également procédé à une analyse de distribution entre les acteurs pour identifier là, qui sont les gagnants, les perdants. Est-ce que c'est la municipalité, certains groupes d'intérêt d'acteurs locaux comparativement à la collectivité québécoise, là, donc les coûts plus d'ordre public. Et on a fait une analyse finalement de risque résiduel pour tout ce qui est des aléas non probabilistes, mais aussi de d'autres types d'impacts comme les impacts sur la cohésion sociale qui n'ont pas pu être considérés dans le domaine économique, mais qu'il est nécessaire d'apprécier pour recommander des scénarios d'adaptation justes et équitables. Maintenant, passons aux résultats. Donc, intéressons-nous d'abord à l'étude de cas de Compton. Donc, je vous présente ici d'abord le scénario de référence sur 50 ans. Vous voyez
à droite, la carte qui présente la zone inondable ainsi que la zone d'érosion 50 ans qui était déjà cartographiée au schéma d'aménagement de la municipalité, de la MRC. Donc, il y a une modélisation qui a été opérée là, sur une quinzaine de kilomètres dans la municipalité de Compton. On a établi que les pratiques actuelles consistaient en une stabilisation de berge qui est financée là, à un assez haut pourcentage par le MAPAC et que donc, dans le futur, il allait avoir la poursuite de la stabilisation de berge pour stabiliser les berges qui sont actuellement actives. Ensuite, dans ce scénario de référence, ces pratiques actuelles, on indemnise également les agriculteurs pour le coût notamment de nettoyage des champs. Il y a de l'indemnisation pour ce qui est des bâtiments résidentiels, bien qu'il s'agisse ici d'un enjeu qui est assez marginal là, du côté de Compton. Et au niveau du MAPAC, il y a également compensation là, pour les pertes de revenus associées aux pertes de culture. Donc, sur 50 ans, lorsqu'on fait l'ensemble lorsqu'on intègre les changements climatiques et qu'on apprécie la différence avec les pratiques actuelles, on voit qu'il y aura un accroissement des coûts totaux liés aux inondations dans le secteur d'environ 5 millions de dollars. On parle ici là, de 5 millions pour un simple tronçon là, d'un peu plus de entre 10 et 15, entre 10 et 20 kilomètres. Donc, ça coûte quand même cher au kilomètre linéaire de rivière. Les principaux postes là, de coûts sur 50 ans étaient associés au secteur agricole, principalement les dommages aux cultures et le nettoyage des champs dus aux inondations, mais également la perte de terre par érosion des berges. On sait que chaque grain de sable est un potentiel de culture à certains endroits. Toutefois, c'est une rivière à régime assez torrentiel et on voit des débordements, une certaine activité, un historique aussi là, d'avulsion qu'on appelle, où le chenal vient changer son tracé en un épisode assez soudain. Donc, c'est une rivière qui est assez active et qui donc engendre beaucoup d'érosion des berges. Et jusqu'à maintenant, la démarche a été de les stabiliser le plus possible, mais ce n'est pas sans coût. On a également établi l'état de référence de l'environnement pour Compton, basé sur un logiciel libre d'accès et gratuit d'utilisation. Il s'agit du logiciel INVEST, réalisé ou construit là, par le Natural Capital Project de l'Université de Stanford. Donc, on a utilisé des modules, ces 5 modules que vous voyez à l'écran, soit l'azote, le phosphore, les sédiments, la qualité de l'habitat et le stock de carbone. Donc, ça nous a permis d'établir vraiment la dynamique environnementale à l'état zéro à partir de couches d'utilisation du sol et des types de cultures, par exemple. Donc, il y a plusieurs intrants, mais également des pentes. Et ça permet de bien saisir les flux annuels de chacun de ces services écosystémiques ainsi que le stock de carbone. Donc, maintenant, passons au scénario d'adaptation et aux résultats d'ensemble de cette analyse coût-avantage pour la municipalité de Compton. Donc, vous avez un premier lot de scénarios qui étaient des infrastructures assez rigides, assez classiques. Donc, stabilisation des berges accrue, mais également avec dragage au sein du chenal. Le deuxième pictogramme en haut de la figure, il s'agit de stabilisation de berges, cette fois-ci avec des bassins de rétention artificiels, mais également, là, c'est la valorisation de certains milieux humides et hydriques présents sur le territoire. Et le troisième scénario rigide était celui là, de stabilisation dont on visait une efficacité maximale, donc un méga bassin représentant plus de 7 piscines olympiques à l'entrée du site d'études pour répondre à la préoccupation des agriculteurs qui voulaient vérifier là, si on contrôlait mieux le barrage situé plus en amont à Quatico, qu'est-ce qu'on serait capable de bien réguler les inondations sur le site d'études. Donc, ce que nous indique ce graphique, on voit à l'axe vertical les montants de la valeur actuelle nette en millions de dollars. Et donc, on voit des approches de contrôle de l'aléa qui sont moins avantageuses que le statu quo. Et la légende nous indique que les principaux désavantages, finalement, ce sont les coûts d'implantation associés à ces mesures-là. Dans tous les cas, ils varient entre 4,5 et 32 millions de dollars, moins avantageux que le statu quo pour ces 3 mesures dites de contrôle de l'aléa. Et plus on grossit l'ambition de cette efficacité-là, plus les coûts se creusent, mais malheureusement, au niveau de la modélisation hydrologique et hydrodynamique, l'efficacité n'était pas au rendez-vous.
Ensuite, on a étudié, dans la mouvance là, du plan d'agriculture durable, si on pouvait améliorer, optimiser les pratiques agricoles. Donc, elles se sont avérées effectivement avantageuses pour l'environnement. Comme on le voit, il y a des avantages situés au-dessus de la ligne de zéro en vert. Donc, ce sont les bénéfices associés, les gains là, en services écosystémiques sur 50 ans. Toutefois, ils ne sont pas sans coût, là, ces pratiques agricoles-là. Il y a quand même un coût de déploiement, mais elles permettent quand même d'éviter une bonne part là, des coûts liés à l'érosion notamment. Toutefois, en ce qui concerne là, les coûts liés aux inondations, ce n'était pas les plus efficaces. Donc, ils pourraient, au net, c'est avantageux, mais ça pourrait être envisagé de les combiner avec d'autres mesures. Donc, les 2 derniers scénarios, qui sont les 2 pictogrammes où vous voyez là, des terres agricoles scindées au milieu par une rivière et surmontées de végétation, sont des stratégies plus douces, comme on dit, qui travaillent un peu plus avec les services écosystémiques. Le premier est un scénario qu'on dit de mobilité de la rivière, MOB efficace, où là, vraiment, on a étudié la mesure qui avait été recommandée dans la littérature, qui était un espace de liberté couvrant toute la zone inondable. Donc, on a vu que c'était au net, c'était quand même avantageux, que ça amenait beaucoup de co-bénéfices environnementaux, mais surtout, ça permettait d'éviter là, effectivement près de 100 là, des coûts liés à l'érosion et aux inondations, étant donné le retrait des actifs et des activités à risque de la zone inondable. Toutefois, ça n'est pas sans coût d'opportunité de ce changement d'usage-là de la zone inondable. Donc, bien que ce soit au net plus avantageux que le statu quo de 1,2 million de dollars, ce scénario ne semblait pas acceptable parce qu'il préconisait une gestion du risque vraiment intégrale, sans aucune tolérance finalement aux dommages. Or, il n'existe pas, bien sûr, de risque zéro. Donc, on a essayé de concevoir un scénario qui était un peu plus mitoyen, où on venait permettre la culture agricole tout en conservant un étroit corridor. On pourrait appeler ça une bande riveraine élargie ou une zone de mobilité 50, parce qu'on voyait que le gros des dommages, en fait, se situait vraiment dans cette mince bande où il y avait à la fois le chevauchement de l'aléa d'inondation, mais aussi le chevauchement avec l'aléa d'érosion des berges. C'était vraiment là la source des dommages. Donc, on pouvait se permettre de tolérer certains dommages qui sont peu fréquents dans la zone hors de cet étroit corridor-là et que ça restait très avantageux. Donc, on avait un peu le meilleur des deux mondes. Ça nous coûtait moins cher en termes de coût d'opportunité du changement lié au changement d'usage, mais en contrepartie, on venait éviter quand même plus de 70 des coûts liés aux aléas, en su d'avoir des services écosystémiques bonifiés par la présence de ce corridor-là. Donc, en conclusion, ici, pour Compton, les stratégies les plus avantageuses impliquaient une diminution nette, oui, de la superficie cultivée, mais aussi plus de 70 de coûts évités, ainsi que des co-bénéfices environnementaux. Donc, ce dernier scénario de mobilité efficace, qu'on disait hybride, basé là, sur le corridor étroit de mobilité, avait un avantage net là, de près de 2 millions de dollars comparativement au statu quo. Je vous invite maintenant à passer à l'étude de cas du bassin versant de la rivière Chaudière. Donc, je vous présente d'abord le scénario de référence sur 50 ans. Nous avons établi, comme on le voit dans le texte en haut à gauche, que les pratiques actuelles dans ce bassin étaient la poursuite là, du développement urbain dans la ville de Lévis, qui a comme conséquence notamment là, la perte de certains milieux hydriques et humides. Également la poursuite là, des programmes d'indemnisation des dommages pour ce qui est des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, euh, dans les noyaux de population ou les zones urbaines là, qui sont exposées dans le bassin versant de la rivière Chaudière, principalement le long du cours d'eau principal. On pense à Sainte-Marie, on pense à Scott, on pense à donc Beauceville, par exemple. Également, on a tenu compte là, des démolitions qui n'étaient pas encore opérées, mais qui avaient été autorisées là, sur les lots résidentiels dans notre dénombrement. Donc, on poursuivait là, ce lot de démolition dans notre scénario de référence, mais voilà. Donc, ce qu'on voit dans la figure qui se situe à droite, c'est à l'axe vertical, encore une fois, les coûts actualisés en millions de dollars. Donc, ici, on est toujours situé là, dans le négatif. Ce sont des coûts qui totalisent là, près de plus de 39 millions de dollars sur une période de référence de 50 ans en poursuivant les pratiques actuelles pour le bassin versant de la rivière Chaudière. Ce que ça implique, c'est d'abord et avant tout, ce qui frappe l'œil, ce sont les coûts associés aux enjeux résidentiels et
aux enjeux indirects d'impacts psychosociaux sur les personnes touchées. Donc, on parle de dommages directs aux résidences de près de 20 millions de dollars jusqu'à 535 bâtiments supplémentaires qui seront touchés sur 50 ans. Et à cela s'ajoutait, donc finalement, pour chaque dollar de dommages résidentiels, s'ajoute 1,42 d'impacts sociaux indirects. On parle de perturbations du sommeil, de coûts du stress pouvant mener jusqu'à l'anxiété, même stress post-traumatique, qui ont été considérés là, dans cette fonction de dommages, totalisant donc un enjeu là, de près de 28 millions de dollars, soit 71 du statu quo, imputable finalement à cet enjeu résidentiel. Donc, la problématique dans le bassin de la Chaudière était principalement au niveau des noyaux de population urbains sur le territoire. Néanmoins, on a dégagé 3 enjeux qu'on a considérés majeurs, mais qui sont secondaires. Il y en a eu plusieurs autres là, qui sont plus mineurs, qu'on n'a pas représentés ici, et une autre frange là, qui a été jugée non significatif, qu'on avait écarté. Donc, 3 autres enjeux majeurs au niveau des coûts associés à la gestion publique, donc au niveau de la gestion des urgences, mais aussi de certains bâtiments institutionnels approximant là, le près de 4 millions de dollars. Sur une même marche, les coûts imputables aux dommages aux bâtiments commerciaux, industriels de près de 4 millions de dollars également, ainsi que un enjeu dans le secteur agricole, un peu comme à Compton, où on avait des dommages de 3,88 millions de dollars, mais jusqu'à 1370 hectares touchés par les inondations dans le scénario de référence de 50 ans avec changement climatique. Donc, le scénario, ça nous fait donc près de plus de 39 millions de dollars de coûts à éviter. Il y a quand même matière à choisir des options d'adaptation qui permettent d'éviter une bonne partie de ces coûts-là. Donc, quelles sont-elles ces options qui ont été considérées? Alors, un peu comme à Compton, on a étudié 5 scénarios ici. Les 2 premiers sont des grandes infrastructures grises ouvertes. Donc, le premier scénario était vraiment l'espace de liberté où on déménage tout le monde de la zone inondable finalement. Bon, c'est un scénario théorique qu'on voulait vraiment pédagogique pour montrer, oui, la grande efficacité quand on ramène le risque à zéro parce qu'on évacue tout le monde, mais en même temps également le grand coût, à la fois les coûts d'implantation de cette mesure qui dépasse les 300 millions, mais également les coûts d'opportunité du changement d'usage, de renoncer à occuper ces territoires-là, toutes les pertes de revenus encourues là, pour ces noyaux urbains-là. Donc, cette grande approche là, d'espace de liberté avec une tolérance zéro au risque ne s'est pas avérée si avantageuse que ça, même plutôt désavantageuse de l'ordre de 370 millions de dollars par rapport au statu quo. En ce qui concerne le deuxième scénario d'infrastructure grise, cette fois rigide, il s'agit d'un scénario constitué de digues proposées par TechSud dans les années 90, dont on a fait une réévaluation dans cette analyse co-avantage. C'était 6 digues qui protégeaient 6 nucléus urbains le long du cours d'eau principal de la Chaudière. Le coût total d'implantation de ces mesures est estimé à 162 millions de dollars, comparativement à une bonne part de coûts évités du statu quo de près de 40 millions de dollars. Toutefois, le coût de réalisation excède vraiment les avantages au net là, par rapport à la perspective de 50 ans. Donc, en résumé, pour ces 2 grandes approches d'infrastructures grises ouvertes, elles sont moins avantageuses que le statu quo. On a également évalué un scénario un peu mitoyen basé sur les solutions, uniquement sur les solutions basées sur la nature. Il s'agissait finalement d'une stratégie où on venait agir sur l'ensemble du bassin versant pour protéger, restaurer des milieux hydriques et humides. On a appelé ça le MHH, milieu hydrique et humide acceptable. Donc, c'est un scénario qu'on a construit avec les aménagistes de toutes les MRC du bassin versant pour voir si on pouvait augmenter l'effet tampon finalement de régulation des crues dans les bassins avant que l'eau ne se rende au chenal principal et conséquemment, est-ce qu'on pouvait éviter des dommages significativement là, dans le bassin. Donc, la conclusion est positive, mais pas suffisante en fait. Donc, on voit que la balance des avantages, elle est positive de plus de 700 000 comparativement aux coûts de mise en œuvre qui sont assez faibles.
Toutefois, malheureusement, cette solution évite peu là, les coûts liés aux inondations dans les nucléus urbains. Donc, ça reste une solution basée sur la nature, un peu une carte à tout qui est avantageuse au net, mais qui ne va pas régler l'ensemble des problèmes. Donc, elle pourrait être, encore une fois, combinée avec d'autres mesures et ça pourrait augmenter l'avantage net de certains autres scénarios. Allons voir quels sont-ils ces scénarios-là. Nous avons optimisé, là, dans le fond, l'ensemble des scénarios. Il s'avère là, que la relocalisation des bâtiments combinée finalement avec les milieux hydriques et humides, cette conservation-là, s'avère beaucoup plus avantageuse que se baser seulement sur les milieux hydriques et humides. Donc, combiner ces stratégies là, de restauration, d'éminisation et relocalisation à l'échelle de chacun des bâtiments, donc une décision individuelle, s'avère beaucoup plus avantageuse de 8,9 millions de dollars et de 9,2 millions de dollars dans ces deux scénarios que le statu quo. Parmi ces deux-ci, celui qui est légèrement supérieur en avantage, c'est celui où les cibles de protection et restauration des milieux humides ne sont pas simplement réparties dans l'ensemble du bassin versant, mais il y en a une partie aussi qui est focalisée sur des milieux, une restauration et un corridor étroit multi-aléas. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu à Compton. En fait, on voit un effet démultiplicateur là, quand on est capable de générer un corridor, la restauration d'un corridor écologique au niveau des services écosystémiques, ça vient vraiment augmenter l'avantage net de ce genre de solution-là plutôt que d'agir de manière plus parcellaire dans le territoire. Donc, c'est la légère différence entre les deux, mais ce qui est à retenir, c'est que ça prend à la fois une combinaison de gestion des actifs qui sont exposés quand ils sont trop exposés au-delà d'un seuil de tolérance acceptable, donc des investissements dans ces actifs, activités-là, mais aussi une bonification de travail avec les services écosystémiques et une certaine protection. C'est ce qui nous amenait un avantage net quand même significatif comparativement au statu quo, à des coûts de réalisation d'implantation là, qui sont vraiment inférieurs au coût du statu quo de quelques millions de dollars. Donc, il y a vraiment une optimisation aussi qui serait à faire du côté là, de la mise à l'échelle de ce genre de l'implantation de ce genre de solution-là qui est à explorer. Maintenant, si on prend un pas de recul et on apprécie les conclusions générales qu'on peut sortir là, de ces deux études de cas-là et de la démarche d'ensemble, ben, à nos questions initiales qui étaient quelles solutions sont optimales pour faire face aux inondations en contexte de changement climatique, mais aussi faire face à la présence des autres aléas qui, eux, pour lesquels on a des connaissances un peu moins avancées. Ben, ce qu'on peut voir, c'est d'abord et avant tout il est avantageux pour la collectivité québécoise de réduire les coûts du statu quo dans les deux sites d'études étudiés. Notons là, que les coûts sont supportés par le secteur public de 60 à 70 actuellement, d'après notre inventaire là, de la répartition des coûts de nos analyses de distribution. Donc, il y a vraiment un avantage collectif à investir dans l'adaptation puis dans la réduction de ces coûts-là. Maintenant, on essayait dans cette démarche d'analyse coût-avantage de réduire les coûts des scénarios et d'augmenter les avantages de ceux-ci. Alors, on peut tirer des leçons, notamment au niveau du coût des mesures, où, dans l'ensemble, il faut retenir que les infrastructures grises sont rarement la solution, malheureusement, la plus avantageuse. Les coûts des mesures d'implantation, de suivi, de démantèlement excèdent assez largement l'efficacité qu'on va chercher par celle-là. Une autre leçon là, de ce projet, c'est au niveau des services écosystémiques. On a bien illustré là, la valeur ajoutée à quantifier la valeur des services écosystémiques au sein d'une analyse coût-avantage, mais également au niveau du pictogramme en bleu. C'est une conception diversifiée, je dirais, là, des coûts évités liés aux aléas. Donc, non seulement pour aller chercher l'avantage maximal et pour considérer les coûts des dommages directs aux bâtiments, par exemple, aux superficies agricoles, mais également les dommages indirects liés aux impacts psychosociaux, liés à la gestion des urgences, liés aux interruptions de services en transport, par exemple. Et c'est sans compter là, plusieurs postes d'impact qui n'ont malheureusement pas pu être quantifiés, comme le coût de la cohésion sociale, comme le coût ou les avantages liés à la création là, de certains milieux protégés naturels qui, eux, peuvent devenir des leviers de diversification, de développement régional au niveau économique également. Donc, quelles sont les solutions optimales? Bien, il s'agit dans l'ensemble d'un équilibre entre l'efficacité à éviter des coûts au sens large, donc une notion d'impact et de toute une palette d'impact,
également avec le facteur de coût des mesures qu'on essaie de réduire le plus possible, tout en augmentant les bénéfices écosystémiques qui viennent avoir des avantages indirects sur les collectivités, à la fois en santé, bien-être, diversification économique, par exemple, et des bénéfices comme des récoltes dans certains cas de bandes riveraines également, des bénéfices de ces mesures-là. Maintenant, comment aboutir à ces décisions-là? Comment décider? Alors, un des avantages qu'on a vu dans ce projet-là, c'est vraiment dans la démarche. Le contexte collaboratif est venu vraiment mettre en valeur, là, sans équivoque, l'engagement en continu des parties prenantes pour à la fois les sensibiliser, les informer sur les savoirs, l'expertise liée aux inondations, mais également d'entendre dès le début du projet là, leurs préoccupations face au projet, d'arriver à construire avec ces personnes-là certains scénarios adaptés à la réalité locale et qui répondent à leurs préoccupations et à leurs observations sur le terrain. Leurs observations ont aussi permis de calibrer certains modèles hydrauliques et hydrologiques. Donc, c'est vraiment un échange à double sens avec les parties prenantes qui s'avère, bien sûr, ça prend du temps, ça prend des ressources, mais cette relation de confiance qu'on construit est vraiment précieuse pour la suite des choses et pour l'adhésion à la mise en œuvre de ces mesures-là. Le deuxième ingrédient sur le comment décider, il s'agit d'une prise de décision dans cette approche intégrée qui vraiment permet de concilier là, la gestion multirisque avec les changements climatiques à une démarche d'approche participative, ainsi que le meilleur des connaissances en termes d'outils d'aide à la décision, où on vient à la fois toucher la modélisation avancée des impacts biophysiques, combinée à une certaine évaluation économique des principaux postes de coûts, d'avantages, etc., de coûts des mesures, mais aussi une appréciation des enjeux sociaux avec des analyses complémentaires de distribution entre les acteurs et des analyses plus qualitatives sur les risques résiduels qui peuvent être traités de manière ventilée dans des faibles, moyens, forts, mais qui doivent quand même influencer le choix des décisions pour s'assurer que les options d'adaptation soient justes et équitables. Finalement, dans le comment décider, donc on voit bien l'intérêt d'évaluation économique dans la chaîne de décision. Toutefois, un des angles morts qui mériterait d'être de beaucoup là, exploré, c'est celui d'aller plus loin pour la mise en œuvre de solutions justes et équitables, d'ajouter de manière un peu plus explicite là, ce volet d'analyse sociale, d'évaluation sociale et de voir comment ça peut optimiser là, les solutions, les scénarios d'adaptation qui sont envisagés, quitte à inclure des mesures de compensation, des mesures pour atténuer les impacts indirects de ces mesures-là qui sont jugées intolérables pour certains groupes de populations vulnérables. C'est une des voies d'avenir dans une adaptation qui va transformer notre manière de se mettre en relation avec le territoire. Pour terminer, quelles sont les retombées pour l'adaptation de ce projet qui aura duré 3 ans? Donc, l'objectif principal était d'outiller les communautés, ce que nous vous avons livré là, avec 2 rapports d'études de cas, un guide méthodologique, un rapport d'estimation du coût des mesures, à la fois des mesures dites plus grises traditionnelles, les mesures dites plus vertes, solutions basées sur la nature, mais également des solutions plus d'ordre réglementaire, institutionnel, où on vient transformer les usages, par exemple, ainsi que par des livrables plus numériques, là, comme un code 1.0 de programmation des fonctions d'évaluation économique qui sont interopérables dans le langage R avec de nombreux logiciels, que ce soit des logiciels pour cartographier les impacts des changements climatiques, mais aussi des logiciels de quantification d'impacts socio-économiques, par exemple, ou de géomatique également. En indirectement avec ces livrables-là, il y a également des rapports d'experts là, sur la modélisation des inondations avec changement climatique que je tiens à souligner, celui de Trudel et Gobji pour l'étude de cas de Compton de l'Université de Sherbrooke, celui de Lecomte et Bizani-Manzar en 2021 de l'Université de Sherbrooke pour ce qui est du bassin versant, de l'analyse hydrologique là, du bassin versant de la rivière Chaudière, et également une maîtrise en actuariat là, qui a été financée par la banque par ce projet, qui est actuellement en cours avec Mathieu Boudreau de l'UQAM et Adèle Pinchot, l'étudiant.
Concrètement, qu'est-ce qu'on a vu déjà comme retombées pour l'adaptation de ce projet dès qu'il soit tout fraîchement là, déposé? En cours de route, nous avons fourni un soutien à la gestion du territoire, notamment dans le bassin de la rivière Chaudière, où les présentations liées à ce projet ont influencé là, le plan directeur de l'eau, sa mise à jour, ainsi que le PRMHH. Là, il s'agit du plan régional des milieux hydriques et humides de la rivière Chaudière. La valorisation des résultats dans la transformation réglementaire liée à la gestion des risques d'inondation a également déjà été effectuée, est en cours là, en cours de route. Nous avons offert une formation aussi sur ce projet, cette démarche aux membres du ROBVQ en juin 2021. Et au passage, nous avons permis de développer la capacité en termes de ressources humaines, donc la formation de personnel hautement qualifié, un postdoc, deux maîtrises, ainsi que une stagiaire ayant contribué à ce vaste projet. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble des partenaires, d'abord l'équipe chez Ouranos, Caroline Simard, Raphaël Desjardins, Annabelle Lamy, Dorothée Heinrich, également faisant partie de l'équipe projet, Jérémy Roch du ROBVQ, nos partenaires experts de l'hydrologie et de l'hydraulique, Mélanie Trudel et son étudiante Salma Gobji de l'Université de Sherbrooke, ainsi que Robert Lecomte et Mohamed Bizani Manzar de l'Université de Sherbrooke, mais également nos partenaires privilégiés dans les milieux où ont été réalisées les études de cas, donc l'équipe du COBARIC, l'équipe du COGESA et ainsi que plus largement là, la Résilience soutenue par le ROBVQ. Et finalement, les bailleurs de fonds que sont principalement le gouvernement du Québec, Ressources naturelles Canada, la Fédération canadienne des municipalités, ainsi que pour l'estimation du coût des mesures et des paramètres d'influence de la décision. J'aimerais souligner la contribution généreuse de Canard Illimité, la firme CBCL, la firme Stantec, Conservation de la Nature Canada, la firme LaSalle NHC, WSP, l'Association des biologistes du Québec, l'Université Laval et le Jardin botanique. En guise de conclusion, pour aller plus loin, je vous invite à consulter la page projet du projet ACA Inondation au www.ouranos.ca/ACA Inondation au pluriel avec un S, où se trouvent l'ensemble des documents reliés au projet. Vous y trouverez à la fois un webinaire enregistré le 2 juin 2021 qui présente les détails de la méthode et des résultats plus au niveau technique, ainsi que plusieurs documents sur cette page projet, dont le rapport de synthèse, les résumés exécutifs, le guide méthodologique, les rapports d'études de cas, l'annexe technique sur l'estimation du coût des mesures et les rapports intermédiaires des experts en modélisation hydraulique et hydrologique. J'espère que cette présentation vous sera utile et que le projet ACA Inondation et risques fluviaux vous aura aidé à bien comprendre la démarche pour choisir les solutions optimales pour faire face aux inondations et aux risques fluviaux dans votre communauté. Merci. Bonne fin de journée.